Oui, je disais que c'était une très bonne idée d'avoir ce mélange d'expériences académiques, d'entreprise, politique. Mais bon, si on est tous là, j'imagine que on est tout à fait conscient que si on veut comprendre le monde où on est, en tout cas la façon dont évolue cette forme hyper globalisée du capitalisme actuel, on sait que c'est cette logique-là qu'il faut essayer de bien saisir. Alors avec des nuances, hein, je pense on a des nuances entre nous, mais cette trame de fond est essentielle pour qu'on voit bien ce qui cause les désastres sociaux, écologiques dont on parlait ici. Et, et- et ce qui est intéressant, c'est que cette trame de fond, elle n'est jamais vraiment évoquée dans les débats. C'est une histoire qui en fait, est, est cachée ou en tout cas n'est évoquée que par justement des gens qui sont critiques du système. Et parfois même, je dirais, on le fait un peu trop timidement. Alors, je voudrais revenir au thème de Thalia. Nouvelle contradiction des forces productives et des rapports de production. Alors déjà, je pense qu'on a un problème de vocabulaire. Si on raconte cette histoire-là comme ça à des jeunes aujourd'hui, ils sont absolument incapables de comprendre ce que ça veut dire. Et même des moins jeunes. D'accord? Bon, c'est peut-être une des meilleures intuitions que Marx a eues. D'ailleurs, c'est en toutes lettres dans le manifeste, hein. Mais il faut expliquer ce truc aux jeunes, sinon ils sont absolument rapport de production, force productive. Donc, il faut leur dire, bon, est-ce que le développement technique que vous êtes en train de voir, vous avez des iPhones, est-ce que ce truc-là continue à l'infini sans qu'à un moment donné se posent des problèmes de répartition de qui bénéficie de ce truc-là ou pas? Est-ce que le progrès technique bénéficie à tout le monde de façon indiscriminée? Et vous en êtes certainement un peu bénéficiaire, mais est-ce que la façon très inégale avec laquelle vous bénéficiez de ça, à un moment donné, ça ne va pas coincer? Est-ce que ça casse ou est-ce que ça passe? Euh, Est-ce que ça casse spontanément d'ailleurs? Ou est-ce qu'il faut une action politique et sociale pour que précisément cette logique-là soit interrompue? Et donc, bon, je pense que c'est ça un peu la question de la compréhension de cette dynamique du capitalisme moderne qui nous occupe. Je ne crois pas qu'on puisse vraiment être efficace dans l'action sociale et politique si on n'a pas une théorie qui va avec cette dynamique. Euh, alors, on peut avoir des divergences sur cette théorie. Je pense que même entre marxistes, on a des divergences sur cette théorie, heureusement d'ailleurs. Mais que c'est indispensable d'avoir une préoccupation analytique et théorique pour orienter la pratique politique. Je ne vais pas être, disons, méprisant ou ironique, mais par exemple, je pense qu'il manque cela à l'écologie politique moderne. Alors, quelle théorie exactement? Alors, Fred nous a donné un exposé sur, en gros, la façon dont les marxistes français à la fin du XXe, ont élaboré contre le déterminisme soviétique de type Eugénie Varga. Je ne sais pas si on se souvient d'Eugénie Varga ici. Les plus anciens, oui. Mais le truc était très déterministe. De toute façon, la crise est inéluctable. C'est pas la peine d'ailleurs, c'est même pas la peine, à la limite, de faire de la politique, hein. Ça va s'effondrer tout seul. D'accord? Donc, moi, je pense que c'est très opportun qu'en France, les camarades aient réfléchi sur ce côté trop déterministe et élaboré donc une manière alternative de voir la dynamique capitaliste, en particulier à travers l'idée des problèmes causés par la suraccumulation de capital et par la façon dont
la réponse à travers des structures comme un capitalisme monopoliste d'État et social pouvait même elle-même se révéler insuffisante au bout d'un certain temps. Donc très bien, bravo. Par contre, j'ai un... j'ai vécu ça, hein, je suis plus vieux que certains ici, mais j'ai quand même des doutes. Même ça, même derrière la façon dont on regarde cette innovation euh, dans, dans la théorisation marxiste, je pense il reste quand même un petit soupçon de téléologie implicite. Alors, on peut en discuter à l'infini. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je dirais que ça cause quand même un problème d'un certain, je pèse mes mots avec beaucoup de précaution, parce que je suis d'accord sur beaucoup de points de la façon dont la dynamique de suraccumulation cause un certain nombre de dérives du capitalisme moderne, mais il y a quand même l'idée qu'il y a une espèce de surdétermination de tout par cette logique de- d'obsession vers le taux de rentabilisation du capital. Et en fait, tout le fonctionnement social devient une espèce de grand projet, de grand jeu pour la manutention de ce taux de rentabilité qui surdétermine un certain nombre d'actions, y compris celles de l'État, y compris celles d'un certain nombre d'institutions publiques. Donc, oui, je pense qu'on peut être intéressé par cette façon de voir les choses, mais moi je pense qu'il faut élargir un peu notre champ de réflexion. C'est pas, je dirais, contradictoire précisément avec l'esprit critique de l'économie politique. Au contraire, je pense que c'est un dialogue salutaire. Et moi, personnellement, je pense que c'est productif de réfléchir les problèmes, disons, de la dynamique du capital en situation d'excès d'accumulation avec les mécanismes de régulation dans la société. De régulation, donc, Fred on a évoqué un certain nombre d'auteurs, mais je pense qu'il faut creuser un peu plus parce que je pense que en parlant justement de régulation, on sort un peu de la logique surdéterministe de crise, même si on la voit plus comme inéluctable, mais on la voit quand même très présente, comme une toile de fond quasiment, je dirais, qui est en train de nous arriver, qui est parmi nous. Je ne nie pas, et personne, je pense, ne peut nier les aspects de crise profonde que traversent nos sociétés. Mais je voudrais essayer juste de me détacher un soupçon, disons, d'une tentation qu'on a de vocabulaire, d'attitude qui est, alors j'ai caractérisé ça de téléologique, mais on peut dire, disons, de facilité de langage, hein. Bon, alors, pourquoi est-ce que j'essaie de justifier un chouïa de recul par rapport à ça? Parce que je pense qu'on a des modes de régulation qui ont très bien fonctionné, qui fonctionnent encore. Je vais vous donner quelques exemples. Moi, j'ai bossé dans des gouvernements, des trucs très techno. J'ai fait de la politique macro de stabilisation budgétaire, monétaire. Ça, c'est très puissant pour stabiliser des cycles et même des crises profondes. On n'est pas sorti de la crise de 2008 comme on est sorti de la crise de 29 avec 25% de chômage. Donc on a appris, enfin, je veux dire, avec un certain nombre d'acquis l'économie politique entre guillemets bourgeoise, on a appris des trucs. C'est pas, on a appris à réguler. Alors, on a beaucoup parlé de la façon dont fonctionne le marché du travail, mais on a appris un certain nombre de technologies. Le modèle fordiste de régulation a très bien fonctionné pendant de nombreuses années.
Et je pense qu'il faut aussi se pencher sur comment est-ce que la régulation via la financiarisation du capitalisme fonctionne. Enfin, on la démonise en général parce qu'elle nous a causé des désastres que l'on connaît. Mais je dirais il faut comprendre l'économie politique de ce qui s'est passé. C'est une prise du pouvoir par une fraction du capital extrêmement puissante, extrêmement appuyée par d'autres mécanismes de domination. C'est pas quelque chose d'anodin, mais ça marche. On ne peut pas dire que ça ne marche pas. Ça a fonctionné pendant de nombreuses années, et même avec toutes ces limitations, ça fonctionne encore. Donc, ce que je veux dire par ces exemples, c'est que si on est capable, disons, d'avoir une lecture via le système productif, via la dynamique du capital, via ces problèmes de rentabilisation, de suraccumulation, honnêtement, je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie d'associer cela à des mécanismes de régulation qui sont également puissants et et qui sont souvent capables de sortir en dehors de l'État et des dépenses sociales, le capitalisme de ses tendances à la déstabilisation et à la crise. Donc, je pense qu'il faut qu'on utilise, quand on utilise le mot crise, si on l'utilise à tout vent, je pense qu'on dévalorise la capacité analytique qu'on a à proposer des solutions alternatives. Alors, donc, ça c'est, je dirais, un propos presque épistémologique, mais concrètement, là, ce qu'on est en train de vivre, d'accord? Donc, on avait toutes et tous parlé. Euh, Je pense que, bon, moi je voyage pas mal dans le monde entier, je voyage depuis de nombreuses décennies. Le capitalisme globalisé, financiarisé, digital, numérique a profondément transformé la planète et la vie des gens. Faut pas se le cacher. Quand on va en Afrique, au Kenya par exemple, il y a des gens qui sont des paysans qui font des paiements digitaux sur leur smartphone. Donc, je ne sais pas si on va, disons, ramener ça à la fameuse tirade que Marx a dans le manifeste sur la bourgeoisie qui développe de façon extraordinaire ses forces productives, mais c'est une réalité. Donc, il faut voir ce truc-là d'une façon extrêmement détaillée comme une capacité de transformation, de régulation, de pérennisation de ce capitalisme moderne avec tous les défauts qu'on connaît, tous les excès, tous les problèmes sociaux qui causent, ce que mes camarades de panel ont décrit ici. Mais c'est du sérieux. Ces gens-là travaillent très bien ailleurs. Donc, il y a une question, je pense, euh, qui est encore plus profonde et plus théorique que celle qu'on est en train de discuter, c'est que une fois que l'on est rentré dans un système numérique digital, comme on est en ce moment en train de rentrer dans un système numérique et digital. On parle d'intelligence artificielle. Vous connaissez tous les GAFAM, les plateformes, enfin, on utilise tous ces... Est-ce que ce truc-là produit de la valeur? Et d'une manière différente? Est-ce que c'est juste un péage? Est-ce que c'est juste une capture de rente qui est produite, dont la valeur est produite ailleurs? Ça, c'est b.a-ba de la théorie marxiste, hein. Bon, la valeur, c'est que du travail. Donc, si c'est de l'intelligence artificielle, c'est pas de la valeur. C'est quelqu'un d'autre qui l'a produite et Bill Gates ou Jeff Bezos qui en extrait une rente. Je pense qu'il faut réfléchir parce que je ne sais pas si vous avez utilisé ChatGPT vous-même, mais ChatGPT, il m'a produit de la valeur en tant qu'enseignant. Je lui ai donné des infos, je l'ai fait bosser, je ne l'ai pas rémunéré, j'ai payé un abonnement, certes, mais il m'a produit un truc nouveau. Enfin bref, donc question, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Mais certainement, si on veut comprendre le capitalisme moderne en dehors de ces mécanismes de suraccumulation et de régulation, je pense qu'il faut même faire un détour sur la théorie de la valeur et comprendre exactement ce qui est en train de se passer. D'accord? Et ça vaut pour l'intelligence artificielle, pour la data, ça vaut pour un certain nombre de choses. Surtout parce que ça nous permettra de comprendre comment se fait-il que ces gens-là, qui contrôlent justement ces mécanismes, sont devenus aussi puissants. On sait très bien que maintenant, la grande mode, c'est de dire qu'on n'est plus en capitalisme, on est en espèce de techno-féodalisme digital ou numérique, etc. D'accord? Et même l'écologie, elle peut être transformée avec le digital dans un espèce de rente de situation où on extrait du profit avec les innovations capitalistes dans l'économie verte, etc. Donc, c'est pas des choses sur lesquelles on a des réponses tout à fait prêtes, mais je pense que si on ne le met pas sur la table avec une intelligence, disons, euh, un biais marxien de la question qui est posée, je pense qu'on avancera difficilement dans la compréhension de la dynamique capitaliste. Alors, il y a une deuxième chose en dehors de la régulation qui est aussi importante et que je crois que les théories purement de suraccumulation, de focalisation sur la dynamique du profit, de la rentabilité, oublient, c'est que la façon dont le capitalisme aujourd'hui est stable, c'est pas uniquement par, ou stable, ou disons, en, en- en crise. Alors, vous voyez bien la contradiction dans laquelle on est. On dit à la fois qu'il est en crise, mais on dit à la fois qu'il a des capacités de stabiliser. Donc, je suis dans cette contradiction. Et je suis pourquoi? Parce que je vois d'autres mécanismes de domination à l'œuvre qui ne sont pas forcément des mécanismes reliés uniquement au système productif. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de domination qui est produite par de l'idéologie, du pouvoir, du contrôle. Alors là, il faut pêle-mêle sortir, disons, de l'économicisme marxiste traditionnel pour aller vers la sociologie de Bourdieu, la biopolitique de Foucault, la politique communicationnelle de Habermas. Donc, l'idée ici, c'est que je ne crois pas qu'on puisse vraiment comprendre la dynamique de notre société, de notre mode de régulation et de nos rapports sociaux, de nos rapports de production et de l'évolution de nos forces productives, si on ne se penche pas sur des mécanismes de domination qui impliquent un contrôle des esprits et une adhésion par l'aliénation et par des mécanismes qui ne sont pas nécessairement uniquement du domaine de la production. Donc, euh, pour finir, euh, donc moi je pense qu'il faut être moins déterministe. Je dis pas que la suraccu est déterministe, hein, Fred, mais tu vois, je vois un soupçon de quand même un peu téléologique dans les histoires qu'on raconte. Et moi, je voudrais qu'on voit les choses, en tout cas qu'on voit la dynamique sociale comme beaucoup plus stochastique, comme des scénarios, des choses qui sont possibles, qui peuvent arriver avec des forces qui vont jouer dans plusieurs sens, mais où il n'y a pas une logique inéluctable de que quoi que ce soit arrive d'un côté ou de l'autre, heureusement d'ailleurs. Parce que là, si j'avais à parier, moi je suis brésilien, donc moi je me sens là en ce moment comme à la mi-temps du France-Allemagne, là, 5-0 on l'avait, bon, je disais bon, on va peut-être s'en sortir. Mais enfin bon, vous savez comment ça finit, hein, 7-1, bon, ça finit mal. Donc, est-ce qu'on a... Oui, mais c'est ce que je dis, hein. Ah non, pardon, Brésil-Allemagne. Non, je suis brésilien, donc moi je regardais le match et la mi-temps, on se prend 5-0. Bon, donc on se dit, bon, soit, non, on n'arrête pas on continue, mais bon, on a quand même, bref. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a donc, moi je dirais, si on prend une approche stochastique de la dynamique capitaliste actuelle, donc on n'est pas dans le truc inéluctable.
D'accord? On regarde le régime d'accumulation, on regarde le mode de régulation où on est. Moi, je dis, il y a deux possibilités, deux scénarios. Moi, je vois très bien un scénario de rupture. Alors là, oui, Fred, d'accord, crise. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme dans ce scénario? Bah, évidemment, il y a la soutenabilité environnementale. C'est évident qu'on est dans un truc dramatique, là. Le changement climatique, je m'en occupe professionnellement, on est mal. D'accord? Et c'est une menace existentielle. Et c'est pas un truc serein. Enfin, on a un temps limité, budget carbone limité. On a à peu près 7 à 8 ans maintenant de budget carbone avant d'arriver à ce qu'on appelle un point de non-retour en matière d'élévation de la température, où là, tout ce que vous avez dit sur les conséquences migratoires, de dévastation, etc., elles vont arriver. C'est pas que, c'est pas là, c'est plus probabiliste. C'est les meilleurs scientifiques nous disent ça. Donc ça, c'est un scénario de rupture. Je dirais qu'il y a un autre élément de rupture qui est le scénario où, avec justement l'économie digitale, la précarisation des jobs, l'ubérisation, on aura du chômage de masse. Et là, les crises sociales qu'on aura certainement, quel que soit le pouvoir des syndicats, malheureusement, elles vont être dramatiques. Et puis finalement, on peut avoir, comme on est dans un système maintenant qui est beaucoup plus à l'échelle internationale mercantiliste, on a des guerres possibles, des conflits ouverts pour le contrôle des ressources. On voit très bien la façon dont fonctionne la nouvelle administration Trump. Bon, alors c'est pratiquement une version moderne des politiques de la canonnière qu'on avait au 19e, mais avec une échelle et un pouvoir décuplé. Enfin, décuplé, je rigole, c'est multiplié par des millions. Donc ça, c'est le scénario stochastique, risque de rupture du capitalisme moderne aujourd'hui, globalisé, qui a gagné hein, globalement. Par contre, il y a une possibilité, et donc s'il y a rupture, il y a crise vraiment. Mais malheureusement, il y a aussi une possibilité que ça continue. C'est pas un truc où ça s'effondre parce que précisément, il y a des mécanismes de régulation. Alors, des esprits, évidemment, parce que j'en parlais tout à l'heure, on sait très bien les réseaux sociaux, comment ça régule, ça manipule, ça aliène, tout ce qu'on veut. Mais on peut avoir aussi, par exemple, la mise en place d'un nouveau type de welfare state, d'état de bien-être, avec un revenu universel de base, minimal. On peut avoir aussi avec l'Inde, la Chine, d'autres pays, une espèce de nouveau Fordisme global, dans un système de production ubérisé, dans un système de division du travail où on a toutes les injustices que vous avez décrites auparavant dans le panel. Mais le fait est que je pense que c'est un scénario malheureusement qui reste probable. Et donc pour terminer, donc si je me résume, je voudrais qu'on soit capable de travailler à la fois sur une compréhension la plus fine possible, la plus détaillée possible de la dynamique actuelle du capitalisme moderne, mais tout en se préservant d'une logique qui soit une logique téléologique qui, à mon avis, oublie la dimension possible de régulation du système et de pérennisation du système avec des modes de régulation différents. Euh, on voit d'ailleurs ces scénarios-là se dérouler alors en Europe, on a des bribes de ça, on a aux États-Unis, en Chine, je viens de rentrer de Chine, là on est carrément dans un truc qui fonctionne affreusement bien, affreusement bien. C'est pas de la rigolade. Et je pense que on peut tout à fait être pour, disons, une analyse critique évidemment du capitalisme, mais si on n'a pas la lucidité de regarder lequel de ces points de faiblesse doit être actionné,
quelles sont les contradictions les plus flagrantes, quels sont les points d'appui sur lesquels les luttes et les critiques doivent s'ancrer, je pense qu'on va se perdre dans des guerres picrocollines et dans des activités en fait qui sont évidemment moralement très souhaitables, mais du point de vue politique, je pense qu'elles sont moins efficaces. Donc moi, je pense qu'il faut effectivement et réfléchir en fonction d'un cadre qui est pas donné, hein, mais sur lequel il faut travailler. Quel type de politique il faut faire? Est-ce qu'on va avoir encore de la politique partisane, traditionnelle, ou est-ce qu'il faut penser à... alors aujourd'hui, on fait de la politique par réseau, hein, je veux dire, les jeunes, ils regardent TikTok, etc. Bon, ça, on le sait. Je pense que ça pose un gros problème de savoir les formes de démocratie participative qu'on va avoir dans l'avenir. Alors en même temps, ça ouvre des horizons énormes pour de l'inclusion participative, mais ça ouvre des gouffres de risques en matière de manipulation des esprits. Et puis bon, alors bonne nouvelle, on a aujourd'hui la possibilité d'être beaucoup plus internationaliste qu'avant. Alors Fred parlait tout à l'heure, je crois, de nouveaux multilatéralismes. Je pense qu'il y a un boulevard, il y a effectivement des pistes. Il faut être audacieux là pour regarder les problèmes qui sont non seulement des problèmes chez nous en Europe, mais qui sont aussi des problèmes dans le sud global. Et c'est là peut-être où on aura, je pense, une réceptivité importante, mobilisatrice, militante nouvelle, un peu un sang neuf pour à la fois lier notre analyse théorique avec des luttes concrètes qui vont être à la fois ici, j'espère partout dans les endroits où c'est nécessaire, mais aussi là où ce sont les gens qui souffrent le plus, en particulier dans le sud global. Voilà, merci beaucoup.